Bonsoir à tous et bienvenue dans Parlons Cash. Malgré une actualité très tendue autour de l'Iran, toujours, les marchés restent, eux, très optimistes. Et oui, Wall Street a même atteint des sommets. Les investisseurs parient manifestement sur le futur, sur les bonnes nouvelles. Mais tout de même, comment faire face à cette volatilité, cette tension? On va en parler bien sûr avec nos invités. Tara Bendo, bonsoir Tara. Bonsoir. En plateau autour de la table, Mickaël Petitjean. Bonsoir Mickaël pour Waterloo Asset Management. Et à vos côtés, Nicolas Eusicom. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Pour Puila Co. Pas mal d'actualités aussi autour des cryptos. Mais tout d'abord, donc, direction les salles de marché. Et l'Europe avance également, malgré des taux plutôt en hausse, une croissance fragile. Que faut-il retenir finalement de cette semaine boursière? À Bruxelles, on retrouve Nicolas Deltour depuis la tour Belfius. Alors une semaine dure pour le luxe européen et plutôt positive pour le secteur de la technologie dans son ensemble, y compris de ce côté de la planète. Ça avait mal commencé lundi avec la publication d'LVMH qui publiait ses résultats du premier trimestre, un chiffre d'affaires en baisse de 6%. Évidemment, tout ça est lié à ce qui se passe au Moyen-Orient. Mardi, le mouvement s'est accéléré sur le luxe européen puisque Kering a également déçu, avec notamment un recul de Gucci de 8%, moins 8% en croissance organique et donc moins 10% en plus fort de sa baisse sur mardi, mercredi. Mercredi, même type de sanctions à nouveau, mais pour Hermès cette fois, dont les ventes sont en baisse. Le titre a chuté de plus de 10%. Heureusement, on a une annonce plus positive de WDP pour l'Italie, puisqu'ils ont nommé un nouveau directeur pour ce pays. Et donc, ils repartent à la conquête un peu de la Méditerranée. On a eu également de bons résultats pour ASML. C'est évidemment toujours très suivi par les investisseurs. Alors, c'était positif pour le cours, mais ça n'avait pas réussi à booster complètement le secteur. Mais ce boost est venu jeudi d'un résultat un peu plus éloigné, à savoir celui de TSMC, qui a affiché à nouveau un bénéfice record, plus 58%. Donc, il a à nouveau battu les attentes et ça a boosté tout le monde, y compris donc ASML. Ce vendredi, on aura les résultats en tant que tel de Wearable Health pour le premier trimestre. Et puis, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on peut attendre? On aura les résultats d'ASMI, les résultats trimestriels d'ASMI, à ne pas confondre avec ASML, même s'ils ont une partie d'historique en commun. On aura Thales, Barco, puis mercredi, les résultats trimestriels de Danone, Randstad, L'Oréal. Et puis, à nouveau, quelques résultats jeudi avec Bessie, Nokia, Orange, Quest for Growth et Sanofi. Donc ça, c'est très important évidemment pour celles et ceux qui suivent de près le secteur de la santé. Et enfin, vendredi également, WDP Exior et le secteur énergétique à travers l'italien Eni. Voilà pour l'Europe. À retenir le luxe qui souffre du Moyen-Orient, mais la technologie qui profite dans son ensemble, en particulier le hardware, du fameux résultat de TSMC. Et la tech qui performe toujours également aux États-Unis, direction New York, où on affiche des records malgré la guerre. Et c'est une semaine très positive pour Wall Street, malgré les tensions au Moyen-Orient. Donc, les investisseurs ont misé sur une désescalade rapide du conflit entre les États-Unis et l'Iran. Les négociations avancent, les paroles remplacent les missiles. Eh bien, ça suffit à détendre l'ambiance. Résultat, le Nasdaq enchaîne 11 séances vertes d'affilée du jamais vu depuis 2021. Et il bat son record, tout comme le S&P 500 qui atteint des nouveaux plus hauts. Le secteur des logiciels et de la tech a été le grand gagnant. Oracle a explosé, plus 12,7%. Microsoft qui grimpe de plus 3,6%. Les trackers de logiciels, le TF IGV a d'ailleurs bondi de plus de 5% en une seule séance. Les investisseurs retrouvent confiance dans les valeurs tech après une période plus compliquée liée à l'IA. Côté résultat du secteur bancaire, c'est plus contrasté mais globalement positif. BlackRock et Morgan Stanley brillent avec de très bons résultats, des entrées d'argent records. Bank of America et Citigroup ont dépassé les attentes. En revanche, Goldman Sachs recule malgré des résultats corrects et Wells Fargo a chuté de près de 5% à cause de revenus d'intérêt décevants. Globalement, le secteur financier progresse modestement, porté par la solidité des grands noms.
Autre mouvement marquant, les compagnies aériennes United Airlines, American Airlines ou encore Delta ont été très volatiles. Elles ont souffert des craintes sur le prix du pétrole, puis ont bondi sur les espoirs de paix. En résumé, Wall Street finit la semaine en ordre dispersé, mais sur une note optimiste. Les nouveaux records du S&P 500 et du Nasdaq montrent que les investisseurs croient à la fois à la fin rapide du conflit au Moyen-Orient et à la bonne santé des entreprises américaines, surtout dans la tech et les logiciels. Le marché reste attentif aux prochains résultats de Netflix. Ce sera ce jeudi soir et à l'évolution des pourparlers de paix. La semaine prochaine, vous retrouvez Peter Tuchman pour l'actualité du point des marchés depuis Wall Street. Voilà, puis on retrouvera bien sûr Peter Tuchman la semaine prochaine pour une analyse depuis Wall Street, mais également tout à l'heure, nous le verrons dans la deuxième partie de l'émission. Le Brent reste ce soir en dessous des $100. On va parler des taux de devises et matières premières avec Charlotte de Montpellier depuis ING à Bruxelles. Une semaine encore agitée sur les marchés financiers avec l'espoir d'un cessez-le-feu et d'une fin de conflit en Iran, ce qui a conduit finalement les prix du pétrole à plutôt être plus faibles que les semaines précédentes. On a un prix du baril de pétrole sur les marchés à $95 le baril, ce qui est un peu mieux que les $100 le baril et même plus qu'on avait connu lors des dernières semaines. En fait, il faut bien se rendre compte que ce sont les prix du baril sur les marchés financiers, c'est-à-dire sur les contrats, pour les livraisons plutôt au mois de juin. En fait, si on regarde les prix physiques du baril de pétrole, là on est sur des prix qui sont beaucoup plus élevés, entre 130 et $140. Pourquoi? Parce que le détroit d'Ormuz reste fermé et parce qu'on a des risques qui deviennent de plus en plus importants sur l'approvisionnement. Donc d'ici quelques semaines, on aura effectivement un manque de pétrole si le détroit devait rester fermé. Ce qui était intéressant cette semaine, c'est de voir que les prix du gaz, eux, ont plutôt tendance à être relativement OK, donc on a des prix du gaz qui sont proches des 45 € du mégawattheure déjà depuis quelques jours. La raison, c'est quoi? On est au printemps, on consomme moins de gaz à l'heure actuelle et finalement les stocks sont vides et les gros acheteurs ne commandent pas tellement à ce stade. Tout le monde attend avec l'espoir d'une fin de conflit pour remplir les stocks pour l'hiver prochain. Si le conflit devait se résoudre prochainement, on pourrait voir que finalement la hausse des prix du gaz reste très modérée et certainement beaucoup plus modérée qu'en 2022 où je rappelle on avait atteint à un moment 350 € du mégawattheure pour le gaz. On n'est pas du tout dans la même situation. Ce sont les taux de change qui finalement continuent d'osciller en fonction de l'espoir ou pas de paix au Moyen-Orient. Quand les espoirs sont plus importants, on voit le dollar plutôt qui a tendance à se déprécier. Et quand les espoirs sont moins importants et que les craintes sur le conflit reviennent en force, le dollar s'apprécie en tant que monnaie de référence. Finalement, sur l'eurodoll, on voit que, il continue à osciller dans la fourchette 1,16, 1,18, comme depuis le début du conflit. Ça devrait rester comme ça tant qu'on n'en a pas clairement terminé avec ce conflit. Ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de la Fed, les marchés financiers n'attendent pas de changement de taux cette année et il y a de nouveau des prévisions de baisse de taux, mais pour 2027. Par contre, pour la Banque centrale européenne, les marchés financiers continuent à l'heure actuelle de tabler sur des hausses de taux à venir, mais de 2 hausses de taux pour 2026, ce qui est vraiment différent d'avant où les marchés à un moment tablaient sur 4 hausses de taux. On a vu en conséquence de tout ça, c'est que les taux à long terme, eux, sont restés à leur niveau normal. On voit le taux allemand à 10 ans aux alentours de 3%, le taux belge aux alentours de 3,5% et le taux américain aux alentours de 4,3%. La semaine prochaine, on suivra quoi? On suivra évidemment la situation géopolitique qui va avoir un impact primordial sur les marchés financiers et donc sur les matières premières et les taux de change. Et puis on suivra aussi les indicateurs PMI pour le mois d'avril qui permettront d'avoir une meilleure évaluation de la situation économique à l'entame de ce deuxième trimestre 2026. Voilà, merci à nos analystes à distance. Il est maintenant temps de faire réagir nos invités en plateau. Mickaël Petitjean, finalement, ce qui marque cette semaine, c'est qu'on a l'impression que tout va bien tant que rien ne dérape. Les marchés vont plutôt bien malgré la guerre. Écoutez, oui, c'est une leçon qu'on doit de nouveau tirer de la volatilité qui est présente sur les marchés. Je pense que c'est quelque chose qu'on a quand même déjà vérifié dans le passé. Des rebonds très rapides des cours. Et une nouvelle fois, ici, on a ce qu'on appelle une réaction en V. Ouais. Mais il y a quand même trois choses qu'il faut garder en tête, en fait, qui nous rappellent qu'on n'était pas dans la configuration de 2022. Il y a 3 éléments.
Premier élément, vous savez, en 2022, il y avait un effet qui était lié à la demande. C'est-à-dire qu'il y avait un rebond de la demande, l'économie tirée par la demande. Et effectivement, là, on peut avoir des effets de retour sur notamment les boucles salaires, etc. Une inflation qui est plus pérenne. Premier élément qui n'est pas là aujourd'hui. On n'a pas véritablement un effet très important sur la demande. Deuxième élément qui n'est pas là aujourd'hui, c'est le fait que l'inflation était déjà à des niveaux assez élevés en 2022. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a des taux d'inflation qui sont tout à fait gérables, on va dire, par la Banque centrale. Et enfin, il y avait quand même, troisième facteur très important, c'était le soutien des États, le whatever it takes, des États qui, de nouveau, un peu là, mais qui est quand même beaucoup moins présent. Et notamment sur le prix des carburants, c'est assez léger finalement. C'est par rapport à ce qu'il y avait en 2021-2022. Pour moi, ça n'a pas de comparaison possible, parce qu'en fait, on a un choc qui est quand même relativement limité. Et si je peux peut-être ajouter un point, en 2022, on sortait aussi d'une période de taux extrêmement bas. Donc on était sur les taux directeurs en territoire négatif en Europe, à des territoires nuls aux États-Unis. Ici, on ne démarre pas du même point de départ, en fait, avec des taux qui sont à 2% en Europe et aux États-Unis à plus de 3%. Donc c'est vrai que la situation est quand même différente, et c'est pour ça que dans une hypothèse où, je dirais, le conflit se résorbe, en tout cas en moins de 2 trimestres, il serait étonnant de voir l'inflation galoper à des niveaux comme on l'a connu en 2022. Et c'est pour ça qu'on pense typiquement que la Banque centrale européenne ne va pas avoir tendance à augmenter à de multiples reprises ses taux cette année-ci. Une des raisons d'ailleurs pour lesquelles nous, dans notre allocation d'actifs, on reste aussi plutôt légèrement surpondéré sur les marchés actions. Ouais, Nicolas, c'est comme ce qui a marqué aussi, c'est le luxe, là tout récemment, qui a souffert, on l'a entendu, Kering, Hermès, des valeurs logicielles par contre qui ont à nouveau la cote, Microsoft. Oui, maintenant elles avaient beaucoup baissé avant sur les valeurs du logiciel. On pourra aussi en parler par la suite, mais c'est vrai que l'impact de l'intelligence artificielle et notamment les nouveaux modèles qui ont été annoncés, par exemple par Anthropic, ont quand même amené pas mal de volatilité sur le secteur du soft qui, au contraire, par exemple, de toute la partie hardware, donc là je pense plutôt aux sociétés liées aux semi-conducteurs et qui sont évidemment indispensables pour l'avènement de l'intelligence artificielle, donc les softwares a tendance à beaucoup sous-performer. Cette semaine-ci, en effet, on a remarqué un beau rebond. Semaine de fou avec les chiffres de TSMC sortis ce matin, plus 50% au niveau des bénéfices, évidemment grâce à Nvidia. Oui, bien sûr. Mais c'est aussi dans ce contexte-là qu'en fait on rentre dans une période de résultats. Le marché, depuis le cessez-le-feu, on est plutôt sur une séquence de désescalade par rapport au pic d'incertitude qu'on a connu il y a 3 semaines. Et le marché peut en soi se retourner un peu plus sur les fondamentaux. Et le secteur de la tech, évidemment, contribue énormément sur la croissance des bénéfices américains. Ouais, Michael Petitjean, c'est vrai qu'on entendait aux États-Unis, la tech, performe toujours. Oui, effectivement. Nous, on a effectivement pris des décisions concernant ce secteur-là, parce que les valorisations étaient redevenues attractives par rapport au S&P globalement. Il y a quand même malgré tout un élément qu'il faut garder en tête, c'est l'exposition quand même plus grande de l'Asie. L'Asie, en fait, se retrouve un peu plus dans la situation dans laquelle l'Europe était en 2022. Parce que la dépendance de l'Asie par rapport au détroit d'Ormuz est beaucoup plus grande. Oui, ça concerne surtout donc, les livraisons poussées vers la Chine. Oui, la Chine est très exposée, la Corée du Sud et le Japon. C'est quand même 3 pays qui sont très dépendants de ce qui se passe au détroit d'Ormuz. Par contre, l'Europe finalement n'est exposée à ce qui se passe qu'au niveau de l'influence sur les prix, pas tellement au niveau des risques de pénurie. Donc c'est quand même un facteur aussi positif de soutien quand même sur les marchés au niveau de l'Europe. Eh bien, on va passer à l'actu portefeuille tout de suite. Nicolas, dans cette période de guerre et peut-être en tous les cas de cessez-le-feu et peut-être d'accord très prochainement, est-ce qu'il y a des arbitrages auxquels vous avez procédé, des valeurs qui sont plutôt in et out? Qu'est-ce que vous choisissez dans cette période? On a fait plusieurs ajustements pendant le mois de mars. On a remarqué qu'en fait l'or a eu tendance en fait à assez bien baisser sur le début après des records du mois. En effet, après des records, je pense qu'il y a une variation de plus de 15% en fait par rapport au point avant le conflit.
aujourd'hui, impacté évidemment par la hausse du dollar en mars, impacté également par la hausse des taux. Et donc, on a eu tendance à augmenter justement notre position en or suite à cette faiblesse, position qu'on a augmentée en prenant du profit sur notre exposition sur les matières premières, C'est ce qu'on évidemment. voit sur le portefeuille balancé que vous avez. Oui, c'est ça. Donc, sur un profil balancé, on va tourner, je dirais, entre 4 et 5% d'or. C'est ce qu'on voit là. Actuellement, en effet. 4-5% d'or. Oui, plus ou moins. Avec un objectif de cours spécifique ou pas du tout? En tout cas, si on en a acheté, c'est un diversifiant à long terme, voilà, clairement. Et la poche action, tu as combien? La poche action est aux alentours des 52,5% pour un profil balancé. Et un autre mouvement, peut-être pour en donner un deuxième, c'est qu'on a profité de la hausse des taux en mars, qui a suivi justement ce qu'on disait, le repricing, qui a été mentionné sur les attentes de politique monétaire, pour augmenter notre positionnement sur les obligations souveraines. Donc l'idée étant en fait d'améliorer, je dirais, la qualité crédit de notre portefeuille obligataire. Donc un positionnement un peu plus défensif sur la poche obligataire pour profiter de la hausse des taux. Michael Petitjean, voilà, de votre côté, c'est vrai qu'évidemment, les portefeuilles, c'est sur du long terme, hein, évidemment, mais il y a certainement des ajustements, des arbitrages. Oui, bien sûr, vous avez procédé également. Ouais. Oui. On est sorti de notre surexposition sur Berkshire Hathaway. Vous savez, la boîte qui était gérée encore par Warren Buffett il y a peu. Pour la simple raison qu'on croit encore dans l'entreprise, mais si vous voulez, la taille de Berkshire Hathaway et la forte diversification de ce portefeuille fait en sorte que le rebond de l'action pourrait être plus limité. Donc ça, on a enlevé notre surexposition. On a aussi allégé notre exposition au secteur bancaire. Donc on avait bien profité de ça sur quand même les derniers mois. On est redevenu neutre dans le secteur, donc on a allégé les poids dans JP Morgan, Citigroup, BNP Paribas. Et en plus, il y a finalement un mouvement de hausse des taux qui est toujours quand même favorable au secteur bancaire qu'on estime plutôt derrière nous, avec quand même des inquiétudes aussi au niveau du crédit privé qui peuvent peser sur le secteur bancaire. Donc ça, on a donc enlevé cette surallocation et on a réalloué, par exemple, ce capital davantage dans le secteur technologique. Et on a particulièrement pris une position un peu plus agressive sur le secteur des software companies, qui avait fortement chuté. Des compagnies comme Microsoft, dont on parlait tout à l'heure. Justement, précisément Microsoft, SAP. Alors, actuellement, on a une surpondération dans ce secteur-là. Qu'est-ce qui fait qu'on y croit à nouveau 5%. Par rapport à l'engouement de l'IA qui allait peut-être un peu balayer toutes ces sociétés? Et voilà, c'est ça. Mais il faut faire la part des choses dans l'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence artificielle qui clairement améliore la productivité. Vous savez, c'est des gains de productivité de 0,6% aux États-Unis chaque année et 2 fois moins en Europe. On peut être déçu, évidemment. Donc il faut vraiment faire la part des choses au niveau de l'IA. Et là, c'était surtout aussi une forme de décote généralisée avec une chute qui avait été de 25-30%. Donc on est revenu dans ce secteur-là. Microsoft, SAP, Adobe, Oracle, avec des PE en fait qui étaient quasiment au niveau du S&P globalement. Vous voyez. Donc ça nous a apparu assez intéressant. Et enfin, finalement, vous savez, ce qu'on cherche à nouveau à faire, c'est d'aller chercher des poches de croissance pour essayer de profiter au plus du rebond éventuel qui pourrait se marquer dans les marchés dans les semaines ou mois à venir. Ouais. Merci à tous les deux. En tous les cas, on reparle de l'IA avec vous, Tara. L'IA au service quelque part de la guerre avec l'IA. Oui, alors, nous attendons déjà tout conflit, et même si on parle de frappe chirurgicale, il ne faut bien pas oublier qu'il y a toujours des victimes. On pense à eux, évidemment, aux victimes civiles, et qu'il n'y a pas de guerre propre. Alors, premièrement, l'IA redéfinit carrément la guerre moderne. On est vraiment un tournant technologique. La chaîne de destruction, ou la kill chain, comme ils appellent, on est passé carrément à la frappe autonome. On va le voir tout de suite. Alors ici, on a vu des images, évidemment, de Palantir. C'est la société qui a quasiment le plus gros contrat avec l'État américain en tout ce qui concerne l'intelligence artificielle à des objectifs et des fins militaires. Quand on regarde simplement, j'ai pris trois graphiques qui sont assez intéressants en fait. D'abord le tout premier tableau, on voit la révolution de la chaîne en fait d'intervention. Alors pendant, on appelle ça la kill chain revolution, durant la guerre du Golfe, la première, ça prenait des heures avant qu'il y ait le process d'intervention. Et puis après, quand il y avait le conflit en Iran, en Afghanistan, en Irak, c'était une demi-heure à 1 heure. En Syrie et au Yémen, 2015-2020, c'était en minutes. Et maintenant, avec le conflit iranien, on est passé à une chaîne complètement autonome qui agit
réagi en moins de 60 secondes. Deux chiffres intéressants, simplement, sur le second graphique, on voit la guerre du Golfe, la première, les premiers jours de combat, il y a eu 150 cibles qui ont été visées, alors qu'aujourd'hui, en 2025-2026, les 2 premiers jours, il y a eu plus de 2000 cibles qui ont été touchées c'est plus intense, donc. par les Américains, c'est beaucoup plus rapide. Et puis, en fait, quand on regarde, pourquoi on regarde le troisième tableau, on voit en fait vraiment, on a décomposé, si vous voulez, l'intervention. 0 seconde détection par les systèmes d'IA, 10e seconde identification des cibles, après en troisième point, la 20e seconde, c'est la localisation. 35e seconde, c'est l'autorisation. 50e seconde, l'arme qui part toute seule. Et puis, c'est la 6e, c'est le strike. L'attaque est finie. Là, on a étudié le cas d'éliminisation de Ali Khamenei. Donc, ça a été fait en 60 secondes. On voit bien que l'IA a révolutionné vraiment le secteur et que cette guerre a marqué un tournant sans qu'il y ait un seul soldat américain qui ait encore mis le pied sur place. Et évidemment, qui en profite d'abord pour ce contrat, c'est Palantir, je viens de le dire. Il faut savoir que même si l'entreprise, évidemment, a explosé, rappelez-vous, le cours a pris quasiment 2000% depuis fin 2022, après le lancement public de ChatGPT, qui a déclenché le boom sur l'IA, je rappelle. Au cours actuel, malgré tout, l'entreprise affiche une valorisation assez exorbitante, à près de 100 fois le bénéfice prévisionnel de 1,30 $ par action pour cette année. Alors c'est pour ça d'ailleurs que Michael Burry, rappelez-vous, le fameux trader incarné par Christian Bale dans le Big Short, a pris 2 positions encore qu'il tient et qui d'ailleurs il revendique. Alors il a pris une échéance 17 juin 2027 à prix d'exercice de 50 $, donc il a pris des puts juin 2027 à 50 $. Et alors plus proche de nous, 19 décembre 2026, prix d'exercice à 100 $. On le voit sur le graphique de Palantir, où on est actuellement à la position, on est encore à 145 $ si je me rappelle, juste ici. Et donc là on voit donc sur le cours, donc d'ici fin décembre, il parie sur un prix d'exercice à 100 $, et au mois de juin à moins de 50, donc il y a encore du potentiel. On n'est pas très très loin. Voilà, donc juste tenir à l'œil, action à tenir à l'œil, qui est survalorisée d'après Michael Burry. Ouais, IA et peut-être prochaine étape, la robotique. On va en parler évidemment, la guerre, les taux élevés, les tensions géopolitiques. Comment se positionner sur les marchés qui, malgré ces tensions internationales, affichent des records. On se retrouve juste après la pause. À tout de suite. La guerre, toujours les taux élevés, les tensions géopolitiques. En 2026, les marchés ne tremblent plus, ils secouent violemment. Face à ça, trop souvent, des mauvais réflexes dominent. Alors faut-il vendre dans la panique, voire à plus moyen et long terme certainement, se protéger à tout prix? Et si au lieu d'éviter la volatilité, on tentait de l'exploiter? On va bien sûr en parler avec nos experts invités. Mais tout d'abord, pour lancer le débat, direction Wall Street avec notre spécialiste Peter Tuchman, qui recevait un petit génie de la finance, vous allez le voir dans une vidéo, un petit génie de 11 ans. Il parle justement volatilité et marché avec une aisance plutôt déconcertante. Investors do, in your opinion, in a situation like this? Do people hold? Do people, to start trim or what? Because obviously, according to you, we're starting to see redemptions in hedge funds and in family offices. People are pulling money out of the market. You shouldn't really pull out with already a big loss because, in my opinion, I don't think the U.S. stock market will go down forever after the Iran war. Maybe like mid or late this year or very early next year, stock market will start going back up because no matter how large the effects of this war are, you can always hedge. You can invest in, say, defense companies, which are on a tear right now, like, say, Northrop Grumman or BAE Systems. They have done incredibly well since the war started. I don't think it's a good idea to sell because selling in a time when it's down is exactly the sort of emotional investing that you're exactly not supposed to be doing, because emotional investing is the biggest problem for any good investor or any amateur investor at all. I think that
you should really hold or even buy certain companies that are down once it looks like there may be a breakthrough, even if it's highly unlikely under this administration, because they create a lot of false signals. Hedge, buy companies that may do well during this time, and overall hold. Do not become an emotional investor. If we look at every pullback, consolidation, sell-off that we've had over the last, 100 years, they've been better buying opportunity than selling opportunities. Is there some more pain left in this situation? Yeah, probably there Yes, is. probably more pain. Yeah, I agree with that. Si. Voilà, plutôt déconcertant, hein, Michael, Nicolas, on vous entendait beaucoup rire pendant la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est effectivement assez impressionnant. À 11 ans, il a quand même déjà beaucoup de bons réflexes, on va dire. Oui. Oui, en fait. Non, mais c'est impressionnant parce qu'en fait, il a souligné quelque chose de très important, c'est-à-dire de ne pas réagir à chaud et de plutôt rester investi. Et Mais même voilà, de faire profiter. attention aux émotions. Hein. Ouais, bien c'est sûr. ça, c'est un De message rester clé. rationnel, bien sûr. C'est vraiment ça. J'ai pris d'ailleurs, on voit, j'ai retrouvé sur un LinkedIn un graphique qui est vraiment parlant. Les performances du MSCI World, bon évidemment les bourses américaines pèsent très lourd dans cet indice, du 31 décembre 1971 au 7 avril 2026. Et on voit en fait ceux qui restent investis tout le temps ont le meilleur rendement. Et quand on manque les 7 premiers jours, on perd déjà quasiment 1%. Les 15 meilleurs jours, ça descend à 2%. Et vous voyez, quand on commence, on perd, par exemple, les 60 meilleurs jours, on descend quasiment à 2%. Et les 120 meilleurs jours, on est négatif. 120 jours sur quasiment 55 ans. Ah oui. C'est énorme. 120 jours, c'est pas beaucoup, mais sur 55 ans, C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Et c'est ce que ce jeune investisseur, qui est un petit génie de la finance, a très vite compris. Il ne faut pas réagir de manière émotionnelle, savoir conserver, hold, buy and hold, un petit peu comme disait Warren Buffett, qui lui a passé les 90 ans. Mais ici, vraiment, c'est vraiment le motto qu'il faut retenir. Regardez. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, on se rend compte que la majorité des journées où il y a une forte hausse sur les marchés et où il faut vraiment rester investi, elles vont plutôt avoir lieu en fait en territoire de correction baissière des marchés ou au tout début justement d'un retournement. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut surtout ne pas vendre et rester investi. Alors ici, justement, deuxième graphique, on a pris l'SP500 après justement des événements géopolitiques majeurs. De nouveau, c'est un graphique qu'on a déjà revu et revu à plusieurs reprises, mais c'est toujours bon de le rappeler. On commence avec la guerre de Corée, puis les missiles à Cuba, la guerre des 6 jours, la guerre du Golfe. Et on voit chaque fois, en général, un an après, on voit que le return, en fait, est là. En général, 9 fois, 8 fois sur 10, eh bien, il fallait rester investi. Covid-19, vous voyez, plus 43%. Donc les gens qui ont attendu que la crise soit résorbée, que tout soit fini, ils ont raté cette hausse de 44% quasiment. C'est énorme. On voit en moyenne, qu'on a en moyenne à 14,2% un an plus tard. Michael Petitjean, c'est vrai, on en parlait tout à l'heure, on voit que finalement cette guerre a assez peu d'impact sur les marchés qui affichent des records. Oui, mais vous savez, d'abord, je rappelle toujours que les marchés boursiers, ce n'est pas l'économie globalement. C'est-à-dire que les marchés boursiers sont des marchés qui touchent à des grandes entreprises multinationales, diversifiées, qui ont une capacité d'adaptation qui est remarquable. Et je rappelle que déjà depuis maintenant 1 mois et demi, les attentes des analystes financiers, globalement, notamment aux États-Unis, sont restés extrêmement bien orientés et ont même revu, attention, à la hausse leur anticipation de bénéfices. Pourtant, ici, c'est quand même l'énergie qui est touchée, c'est un des moteurs de l'économie. Effectivement, mais il n'y a pas que ça. Vous savez, il faut se rappeler aussi que les États-Unis, ce n'est plus les États-Unis des années 70. C'est une économie qui bénéficie globalement, je dis bien, globalement d'une hausse du pétrole. Donc il y a une beaucoup moins forte dépendance du pétrole qu'avant. Donc il y a d'autres facteurs qui jouent. Les facteurs macroéconomiques, dans les circonstances actuelles, en fait, de notre point de vue, sont beaucoup moins importants que les facteurs microéconomiques liés aux bénéfices des entreprises. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de visibilité sur la macro. Vous savez, les prévisions qu'on fait actuellement sur l'inflation, sur les révisions de PIB, franchement, de mon point de vue, alors que je fais de la macro, pour moi, ça vaut rien. Je vous le dis tout de suite parce pourtant, on se dit que quand le pétrole augmente, le gaz augmente, tout va tellement, augmenter ça derrière. va tellement vite pour l'instant. On a des changements de stratégie qui vont tellement rapidement que pour moi, sincèrement, je préfère m'exprimer sur ces questions-là dans 3 semaines, 1 mois, où j'y verrai beaucoup plus clair. Et c'est la raison pour laquelle il prime actuellement
les anticipations de bénéfices et évidemment les aspects psychologiques, ce qu'on appelle le momentum. La volatilité, c'est quelque chose d'important dans le marché. Ça se mesure avec une variable, c'est le bêta. Donc je rappelle, quelque chose qui ne fait que monter n'est pas volatile, quelque chose qui ne fait que baisser n'est pas volatile. Par contre, quelque chose qui monte et qui baisse très fort est volatile. De la volatilité. Le bêta, on le mesure au-dessus de 1. Vous êtes plus sensible que le marché en général. Ouais. Une action en dessous de 1 est moins agressive et donc plus défensive que le marché. Ouais. On a parlé ces 2 dernières semaines qu'il y avait pas mal des actions à bêta élevé, donc les actions avec le plus de volatilité, qui marchaient assez bien. Et vous avez mesuré avec les rendements également, ça sur un graphique que vous avez amené. Oui, exactement. Le message quand même clé, c'est de bien faire comprendre que la volatilité n'est pas mauvaise en soi. C'est-à-dire que la volatilité, elle bouge. Oui, elle bouge. Elle est normale aussi, quelque part. Elle est tout à fait normale actuellement, en fait. Elle est sous la moyenne de ce qu'on a observé sur les 25 dernières années. Donc on a une volatilité qui n'est pas très élevée, en fait. C'est émotionnel, quelque chose qui bouge très fort, fait peur, finalement, alors que c'est finalement oui, bon. Mais la volatilité augmente quand les cours augmentent. Quand les cours augmentent subitement, la volatilité augmente. Et on le voit très bien sur ce graphique-là. C'est-à-dire que vous voyez que les barres à droite sont plus élevées, c'est-à-dire que les rendements ont tendance à être plus élevés lorsque le niveau de volatilité est plus élevé. Voyez ? Et là, on le mesure par le fameux VIX, c'est-à-dire c'est un indicateur de volatilité très connu sur le marché américain. On mesure la volatilité sur les options du S&P 500. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est quand le VIX est au-delà d'un niveau de 30 déjà, on a des pourcentages à 1 an, à 3 ans, à 5 ans, qui sont bien au-delà de ce qu'on peut obtenir en faisant du buy and hold. Donc il y a quand même moyen, évidemment, c'est des graphiques qui sont particulièrement utiles pour les professionnels, mais il y a moyen effectivement d'aller chercher des poches de rendement lorsque justement il y a un peu de panique et de tension dans les marchés. Ça veut dire qu'il y a des opportunités, quoi. Oui, il y a des opportunités. Et en développant ce qu'on appelle un esprit un peu contrariant, c'est-à-dire aller à l'encontre de ce que le marché peut faire lorsqu'il panique. Nicolas Lecomte, c'est vrai, on dit aussi, voilà, il faut rester investi, mais c'est aussi quand il y a des crises, qu'il y a des bonnes affaires, que c'est aussi un peu les soldes, que c'est le moment peut-être d'acheter certaines actions. Ah oui, tout à fait, mais je rejoins donc Michael sur le point qu'il faut regarder les fondamentaux et liés à la valorisation. Et donc c'est vrai que typiquement, il y a plusieurs marchés qui sont revenus honnêtement sur des niveaux de valorisation qui sont beaucoup plus en ligne avec leur moyenne. Et quand on a une conviction sur ces titres et que en effet la croissance des bénéfices suit, de la volatilité peut faire du sens pour rentrer sur les marchés. Vous avez apporté un premier graphique avec justement qu'on voit que le taux d'approbation de Donald Trump aux États-Unis dépend vraiment du prix du pétrole. Oui, bien sûr. On a une situation où le gallon est à plus de $4. Donc évidemment, en amont des midterms qui arrivent... Donc quand il dit « je m'en fous », c'est pas vrai alors ça se pèse sur l'opinion américaine. C'est clair, et on le voit d'ailleurs sur le graphique de droite qui reprend un petit peu cette opinion, le taux d'approbation par rapport à la politique de Trump qui, comme vous le voyez, est en chute libre. Évidemment, Trump n'aura pas, je dirais, d'incitant à dresser un bilan économique où le pouvoir d'achat du consommateur est amoindri juste en amont des élections, ou d'ailleurs, si on regarde le marché, je dirais, des paris, les démocrates prennent de plus en plus de place par rapport au Congrès. Depuis le début du conflit, vous avez apporté un graphique très intéressant. On voit que depuis entre le 28 février et le 30 mars, vous avez marqué qu'il y a très peu de places, il y avait très peu d'actifs qui en ont vraiment profité. Oui. On voit les actions, la consommation discrétionnaire, c'est ça ? Oui. En fait, donc il y a en effet tous les secteurs. Valeur défensive, en fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais donc, ce qu'il faut en fait. Et à droite, c'est les matières premières ? Oui, c'est ça. Donc, en fait, grosso modo, hormis l'origine du problème, c'est-à-dire l'énergie et donc le secteur énergétique, donc les valeurs pétrolières par exemple, et le dollar et évidemment les matières premières, en fait, tout le reste, globalement, a baissé. Donc, tous les secteurs, tous les pays, tout a baissé. Oui, et donc c'est le cas aussi, par exemple, des secteurs historiquement défensifs comme les soins de santé, qui n'ont pas spécialement surperformé le marché. C'est le cas également d'un secteur défensif par nature, qui est la consommation de base, et qui a aussi eu tendance... C'est ce qui explique que le mois de mars a été le pire mois depuis 3-4 ans. C'est vraiment très, 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 très dur. Mais c'est lié vraiment à un problème au niveau... Enfin, c'est un choc au niveau de l'offre, qui augmente vraiment les taux à court terme, vu les anticipations qui sont ajustées, je dirais, sur le
mois de mars, qui fait qu'en fait, grosso modo, tout a baissé. Même l'or, hein, qui est un actif refuge, tout à l'heure, je disais qu'il a baissé également. Alors, il y a certains secteurs qui ont un peu mieux résisté. Qu'est-ce qui reste des valeurs refuges alors? Donc, il y a quand même certains secteurs qui ont un peu mieux tenu que le marché, comme les utilities, donc la collectivité, entre guillemets. Donc, c'est vrai qu'il y a connu, je pense, sur cette période-là, une baisse de plus ou moins 4%. Le marché faisait 8% de baisse. Les télécoms, certainement, ont également baissé. Mais après, il ne faut pas non plus faire le lien direct entre secteur à dividendes élevés et aspect défensif. On peut prendre le cas de l'immobilier, par exemple. L'immobilier, de base, en général, paye un bon dividende. Il n'a pas spécialement bien performé lors de la crise. Sur Bruxelles, on a des sociétés immobilières réglementées, des CIR, avec des dividendes entre 6 et 9% quasiment bruts. Oui, bien sûr, mais il y a quand même une corrélation importante, et il ne faut pas le nier, entre l'évolution des taux longs et la valorisation des bâtiments qui sont, mine de rien, derrière ces CIR. Et finalement, depuis le début avril, quasiment une dizaine de séances consécutives à la hausse marché américain, on bat des records sur l'S&P 500 et d'autres indices. Au Japon, on est au plus haut, aux États-Unis, au plus haut sur la bourse. Et j'appuie sur ce que Nicolas dit. Bien se rappeler aussi que le secteur énergétique, c'est pas un secteur défensif. Donc là, il a bénéficié effectivement d'un rebond. Le secteur énergétique a un bêta globalement bien supérieur à 1. Bien sûr. En parlant c'est de un secteur agressif et donc en cas de paix, d'accord de paix, il pourrait corriger. Donc ça va descendre directement. Ça peut aller très vite en fait. Le secteur énergétique peut aller très vite. L'or, c'est pas non plus un actif défensif dans le sens classique du terme. Il protège contre des chocs extrêmes, mais c'est pas un actif défensif. Qu'est-ce que voulait dire votre deuxième graphique sur la volatilité ou le risque baissier? Ce qui est très important à faire comprendre, c'est que la volatilité dont on ne veut pas dans son portefeuille, c'est une volatilité qui est bien particulière, qui est liée à l'agitation des prix vers le bas. C'est ça qu'on ne veut pas, parce que généralement, quand on est un investisseur, c'est qu'on est long, c'est-à-dire qu'on a acheté, qu'on est exposé aux baisses du marché, et donc il faut faire la part des choses entre la volatilité globale, dont on parle tout le temps, et ce qu'on appelle le downside risk, le risque baissier, qui lui, véritablement, est celui qui est préoccupant, c'est-à-dire que c'est celui qu'on calcule lorsque les rendements sont négatifs. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on le voit très bien à droite, donc plus on va à droite, plus on se rapproche d'avril 2026, on voit que le niveau de volatilité a baissé. Et aujourd'hui, on est loin d'être dans des circonstances qui sont particulièrement inquiétante sur le plan de la volatilité. Et vous constatez que le downside risk, qui est en rouge, est toujours en dessous de la volatilité qu'on calcule en bleu. Et les deux niveaux, 12% pour la volatilité et 8% pour les risques baissiers, sont en dessous de la moyenne calculée depuis le début des années 2000. Donc il faut garder un peu de recul par rapport à ce qui se passe. Et donc, pour conclure, qu'est-ce qui rassure autant? Et en cas d'accord, on imagine que, est-ce que le marché a déjà pricé les bonnes nouvelles ou ça pourrait encore C'est clair que de notre point de vue, on pourrait avoir de nouveau une petite correction parce que le rebond a été tellement fort qu'il faudra une pause à un moment donné. Et pour nous, il y a quand même deux dates clés. La fin du mois d'avril, si jamais il y a un accord et un apaisement, c'est très bien. C'est très très bien et la poursuite du marché pourrait continuer à se marquer. Il y a une deuxième date quand même qui alors là elle serait assez inquiétante si elle n'est pas respectée, c'est fin mai. C'est de voir si le conflit continue à perdurer au-delà de fin mai. Là il faudra quand même faire attention et avoir un repli peut-être un peu plus défensif. On peut comprendre également aussi les investisseurs. Par exemple, il y a deux types de profils. Alors ceux qui sont vraiment frileux, qui se tournent vers par exemple les bons d'État à zéro coupon où il n'y a pas de TOB. Où on peut être à très court terme. Quand on regarde, j'ai vu chez nos amis de Goldwasser Exchange, qui sont spécialisés, un courtier spécialisé dans les obligations, on voit que on a des obligations des Pays-Bas sur 8 mois, on peut avoir du 2,28% net avec l'obligation des Pays-Bas, ou alors l'obligation autrichienne un peu plus longue, où là, sur 2 ans et 6 mois, on a du 2,5% net. Ça peut être intéressant. Ça, c'est pour ceux qui sont vraiment très frileux, mais qui se disent, tiens, ben voilà, là, j'ai quelque chose de sûr en portefeuille. Et puis, à l'extrême opposé, ceux qui en profitent de la volatilité en disant, ben, tiens, la base du prix d'une option, c'est la durée, le temps, mais également la volatilité, dans les variables qui font le prix d'une option, en disant, ben, je vends des options, je vends des calls, j'ai des actions, je vends des calls sur les actions que j'ai, ou bien je vends une autre stratégie. Vous avez aussi une stratégie de collard, une stratégie de... Oui, voilà, une stratégie de collard. En fait, c'est une stratégie aussi le troisième graphique que vous avez amené. Oui, le troisième graphique. Évidemment, il y a plusieurs stratégies qu'on peut suivre. C'est des stratégies, en fait, qui sont davantage suivies par des professionnels. On peut aussi acheter des puts. Je veux dire, on peut acheter des options qui nous couvrent contre la chute des là, on va payer cher sur la volatilité. Alors, on va payer cher. C'est pour ça que je parlais plutôt de vendre des calls sur des actions. Exactement, parce que le collar, en fait, c'est une stratégie qui
peut ne pas coûter grand-chose parce qu'en fait, vous avez 2 opérations que vous devez faire. Vous vendez ce qu'on appelle un call, c'est une option d'achat, donc vous allez recevoir de l'argent. Quand vous vendez quelque chose, quelque actif que ce soit, vous recevez quelque chose en retour quand c'est sur les marchés dérivés, donc vous touchez la prime, d'accord ? Et avec cette prime-là, quand vous vendez le call, qu'est-ce que vous pouvez faire avec cet argent ? Vous allez acheter un put, c'est-à-dire une option de vente. Et c'est ce qui permet en fait d'avoir une protection à la baisse. Vous voyez un tunnel où en fait, voilà, on a un tunnel. Si maintenant ça monte plus que 5%, on n'en profitera plus de la hausse. C'est ça. Si ça baisse de plus de 5%, voilà. On sera protégé. Exactement. Donc on a renoncé à une hausse du cours, mais ce renoncement nous a permis de nous protéger à la baisse. Voilà. Très bien, eh bien on va passer maintenant à d'autres valeurs qui sont les cryptos et le Bitcoin notamment qui tourne autour des 74 000 $. Voici l'actu des cryptos. Et toutes les news qu'il fallait retenir cette semaine autour des Bitcoins et des cryptos en général. Grosse nouvelle, Goldman Sachs finit par craquer pour le Bitcoin. La grande banque qui disait Bitcoin c'est dangereux, on n'y touche pas, a finalement officiellement déposé un dossier pour lancer son propre ETF Bitcoin. Ils ne vont pas acheter du Bitcoin directement, mais ils vont passer par d'autres ETF comme ceux de BlackRock et utiliser des options pour gagner de l'argent tout en limitant un peu les gros mouvements de prix. C'est clair, même les plus sceptiques de Wall Street sont obligés visiblement de suivre à cause de la demande de leurs clients. Le Bitcoin est maintenant dans la cour des grands. Et puis la grande bourse allemande, la Deutsche Börse, vient de mettre 200 millions de dollars dans Kraken, l'un des plus anciens exchanges de crypto. Ça valorise Kraken autour de 13 milliards de dollars. Et ce n'est pas un hasard, ils travaillent ensemble sur les actions tokenisées, c'est-à-dire de vraies actions transformées en version blockchain, plus rapide et accessible. La finance traditionnelle et la crypto continuent de se mélanger. La Corée du Sud teste la blockchain pour payer les dépenses de l'État. Le gouvernement sud-coréen va tester des deposit tokens, des monnaies numériques sur blockchain pour gérer donc ses dépenses publiques. L'idée, c'est de dire à l'avance cet argent ne peut être dépensé que tel jour et seulement pour ça. Plus de transparence, donc moins de risques de fraude ou de dépenses bizarres. C'est une petite révolution dans la façon dont un pays gère son budget. Et puis, bientôt trader sur X, sur l'ex-Twitter. Gros changement, les hashtags arrivent. On pourra voir directement le prix, les infos et même trader des cryptos et des actions depuis l'application X.com. C'est déjà disponible aux États-Unis, au Canada, sur l'iPhone. Et ça arrive bientôt partout. Elon Musk transforme donc son site et l'appli X en une super application financière. Voilà, en résumé, la crypto n'est plus quelque chose de marginal. Elle rentre dans les banques, les gouvernements et même dans notre réseau social préféré. Restez calmes, on se retrouve très vite pour de prochaines infos. On marque une petite pause et puis on se retrouve avec cette question à nos spécialistes. Pourquoi l'automobiliste belge paye son carburant plus cher que la moyenne européenne? On se retrouve juste après ceci. À tout de suite. Nous sommes de retour avec vos questions à nos spécialistes en plateau. Et cette question pour vous, Mickaël, ce soir de Béchir d'Etterbeek. Pourquoi l'automobiliste belge, nous demande-t-il, paye-t-il son carburant plus cher que la moyenne européenne? Et y a-t-il un lien avec les marchés financiers? Là, c'est une bonne question. C'est le marché financier. Effectivement, il y a quand même un lien puisque le pétrole est coté, sur les marchés. C'est un marché mondialisé. Donc, il y a un lien entre les deux. Est-ce qu'on paye déjà plus cher que les voisins européens? Déjà, il faut quand même prendre un peu de recul. Alors, je sais bien que ça fait jamais plaisir quand la facture augmente ses dépenses de mazout et de pétrole et de diesel et d'essence. Mais on paye en fait son essence et son diesel moins cher qu'en France, moins cher qu'aux Pays-Bas, moins cher qu'en Allemagne. Donc tous les pays, les grands pays qui nous entourent, finalement sont plus chers que nous. Donc ça, Qu'est-ce qui donne cette impression alors?
L'impression, c'est la variation du prix, tout simplement. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils ne vont pas remplir leur... un diesel à 2 euros, c'est cher. Hein. Oui, c'est déjà... Plus de 2 euros diesel, c'est déjà marquant psychologiquement. Mais bon, voilà. Les Français vont faire leur plein chez nous et pas l'inverse. Hein. C'est pas les Belges qui vont faire leur plein en France. Ça, c'est la première chose. C'est encore plus cher aux Pays-Bas, même. Hein. Oui, plus cher aux Pays-Bas, plus cher en Allemagne. Donc il y a déjà ce premier facteur-là qu'il faut garder en tête. Le deuxième, évidemment, facteur qui pèse dans le prix de l'essence et du diesel, c'est les taxes. Donc j'avais envie de dire à la dame, c'est de s'adresser au ministre des Finances. C'est ce qu'on voit à l'écran. Les taxes et les axes. Les taxes et les axes. Donc il y a décomposé le prix. Voilà. Et là, on le voit bien. Alors il y a évidemment le prix en bleu qui est fixé par les marchés mondiaux. Le prix de la raffinerie. Là, on ne peut pas faire grand-chose là-dessus. Mais l'État, derrière, intervient. Il intervient de deux manières. Il intervient avec la TVA, et là, c'est en pourcentage de la facture. C'est une taxe en pourcentage de la facture. Et il y a les axes. Les axes, il faut bien comprendre que ce n'est pas une taxe en pourcentage. C'est un montant fixe par litre. Donc contrairement donc à la TVA. Contrairement à la TVA. Et donc là, évidemment, les axes, au cours des 10 dernières années, ils ont eu tendance à augmenter. Et il y a encore ici des décisions qui ont été prises, qui sont plus ou moins reportées. Qui sont reportées. On ne voit pas trop clairement encore ce qu'il en est clairement. 2027. Mais c'est surtout ça qui pèse fortement dans la facture au final. Et vous avez même une petite taxe sur le stockage. C'est-à-dire qu'on est obligé de payer une taxe sur le stockage. Bientôt, on paiera une taxe pour avoir le droit de s'installer dans sa voiture. Quand vous avez fait votre calcul sur un plein, on a combien qui va à l'État ? C'est plus de la moitié, en fait. Sur un plein de 50 litres qui coûte presque combien là, je regarde. Il y a plus de la moitié en fait. Il y a 52,4% qui part à l'État en fait. Qui part à l'État. Donc, et ça, effectivement, le poids de l'État dans la facture totale est très importante, même quand on compare aux autres pays. C'est pour ça qu'ils ont reporté cette hausse, cette augmentation sur les assises et la TVA. Oui, qui vont le reporter. Il faudra voir si c'est sur toutes les formes d'énergie, mais il y a cette décision qui est prise là. Évidemment, l'argent doit aller dans les caisses de l'État pour l'instant, parce qu'on a des déficits qui sont très importants. C'est plus en fonction des taxes que les marchés, en fait. Pardon ? C'est plus en fonction des taxes. Oui, parce que les marchés jouent, mais c'est pas ça. Le marché joue, mais il joue fondamentalement moins que pour la moitié de la facture qui est payée par le consommateur. Très bien, merci Mickaël. On va passer maintenant au chiffre du jour avec vous, Nicolas. Et ce chiffre, c'est plus 17%. Ça correspond à quoi ? Expliquez-nous. Alors 17%, en fait, c'est la croissance attendue des bénéfices par action sur le S&P 500. Alors on l'a déjà un petit peu dit avant, mais ce qui est très intéressant, c'est que depuis le début de l'année et également depuis le début du conflit, on aurait pu s'attendre à ce que le marché révise plutôt à la baisse ses attentes, mais c'est le contraire. Oui, là on atteint des records. Oui, mais sur les attentes de croissance, donc vraiment les fondamentaux, en fait, le marché les a plutôt revus à la hausse. C'est celles qui sont en bleu clair à droite, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, comme on peut le voir, donc 6e trimestre d'affilée où le marché s'attend à une croissance des bénéfices par action double digit, donc de plus de 10% sur le S&P 500, avec même pour les prochains trimestres, vous voyez des chiffres qui atteignent quasiment les 20%. Donc pour cette année-ci, plus ou moins 17%. Évidemment, c'est drivé par le secteur technologique, où la croissance des bénéfices en année roulant sur le premier trimestre, c'est plus ou moins 40%. Alors, bien sûr, là, on est sur la bourse américaine, hein ? Oui, SP500. on est sur la bourse américaine. Alors, et en plus de ça, on est dans un contexte où en fait, les valorisations, depuis le début de l'année, maintenant, elles sont à des niveaux en fait, qui sont beaucoup plus, je dirais, raisonnables par rapport à la moyenne des 5 dernières années. C'est ce qu'on voit ici, avec un S&P 500 dont le ratio cours-bénéfice sur base des bénéfices futurs, évidemment, tourne aux alentours, je dirais, des 21 fois. Je ne vois pas exactement le chiffre graphique, mais ça doit être aux alentours entre 20 et 21 fois. 121,5, quelque chose comme ça. Voilà, exactement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau du secteur informatique, où il y a souvent une prime de valorisation, vu que la croissance est plus importante sur le secteur, en fait, cette prime a eu tendance à s'évaporer. Et je dirais que la différence entre le ratio du secteur informatique par rapport au marché américain globalement n'est plus si importante que ça. Donc c'est dans ce contexte en fait qu'on continue de penser que oui, il y a de la volatilité à court terme liée à un choc sur l'offre, un choc géopolitique, mais les fondamentaux, c'est-à-dire la croissance des bénéfices, et c'est là-dessus que sur le long terme, les marchés
continuer de performer en fait. Eh bien, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci Tara, merci Mickaël Petitjean, merci Nicolas Eusicom. Tout de suite, parole d'expert avec la financière de l'échiquier. On va parler terres rares et matériaux stratégiques. Excellente soirée. Bonsoir à tous, on reçoit ce soir Stéphane Van Tilborg, Country Head Benelux de la financière de l'échiquier, pour aborder une thématique d'actualité, les matériaux critiques et stratégiques. Tout d'abord Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Pourriez-vous définir pour nos téléspectateurs ce que sont les matériaux critiques et stratégiques ? Alors, le caractère critique et stratégique des matériaux ne fait pas nécessairement référence à leur rareté géologique, même si ça intègre le concept. Donc, effectivement, ce sont des matériaux qui sont rares, mais pour lesquels on va regarder quelle est la contribution à l'économie en général. Est-ce que cette contribution est importante, indispensable ou pas ? Ça fait une partie du caractère critique et stratégique. Et puis, on va regarder la chaîne d'approvisionnement et éventuellement sa fragilité, la concentration sur l'extraction, la production, et alors aussi l'exposition à une situation politique qui pourrait être éventuellement instable. Donc tout ça mis ensemble rend des matériaux plus critiques ou stratégiques pour l'économie. Vous savez, Tara, quand on parle de cuivre, de nickel, d'uranium, de terres rares, si on n'a pas ça, on n'a pas de transition énergétique, on n'a pas d'intelligence artificielle. C'est indispensable dans les semi-conducteurs. C'est complètement indispensable. Et aujourd'hui, quand on parle de ces matériaux stratégiques et critiques, on en vient à parler vraiment de souveraineté, d'indépendance. On l'avait vu avec le Covid et maintenant avec la guerre. Quand les chaînes d'approvisionnement sont sous tension ou se rompent, ça peut être difficile. Et donc cette classe d'actifs concerne vraiment des opportunités d'investissement pour des investisseurs tels que nous. Alors merci, on comprend que ces matériaux sont décisifs, mais quels sont les enjeux ? Parce qu'on parle souvent un petit peu de la mainmise de la Chine, par exemple, sur certaines terres stratégiques ou matériaux stratégiques, ou bien de l'Afrique, certains pays d'Afrique comme la RDC, qui sont vraiment dominateurs ou ont le monopole sur certaines terres rares, ou le Chili, par exemple. Exactement. Alors, des enjeux, principalement deux types d'enjeux. Des enjeux de souveraineté, ça on vient de le dire et vous l'abordez, et puis des enjeux de vulnérabilité. Alors, très concrètement, avec deux exemples pas si éloignés que ça, le Panama en 2023-2024 connaît une sécheresse sans précédent. Alors ça va avoir une série d'impacts et ces impacts vont conduire à des tensions et à des tensions sur les prix. Alors le premier impact, c'est que le niveau de l'eau dans le canal va baisser et donc ça va réduire le trafic maritime et donc ça va avoir pour conséquence finalement des retards dans les livraisons, des livraisons qui ne se font pas. Parce que les gens oublient souvent que le trafic maritime, c'est 80% des marchandises dans le monde qui circulent. On le voit maintenant au détroit d'Ormuz, mais canal de Panama également. Exactement. Et donc, quand vous avez un trafic réduit, vous avez des chaînes d'approvisionnement sous tension, vous rajoutez un contexte géopolitique un peu instable, un peu compliqué, et vous avez un effet sur les prix. Un autre exemple, ce sont les terres rares. On a le néodyme. Le néodyme, c'est un ingrédient pour faire des aimants perpétuels. Les aimants perpétuels, ça sert dans les éoliennes, ça sert dans les disques durs, dans les moteurs électriques. Donc ça sert tout le temps, et la demande est en croissance permanente. Or, l'offre, elle n'est pas en croissance, donc vous avez une offre stable face à une demande en croissance, à une tension sur les prix. En 2025, néodyme, c'est plus 55% sur les prix, donc un impact très très fort. Ça, ce sont les enjeux de vulnérabilité, et puis on a des enjeux de souveraineté, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ces chaînes d'approvisionnement, que ce soit l'extraction, la transformation, le stockage, c'est fortement concentré sur la Chine, comme vous l'avez dit, dans certaines zones du pays. Et donc, on a réellement des contraintes, des tensions qui s'opèrent. Et aujourd'hui, on a de véritables enjeux pour se réapproprier les chaînes d'approvisionnement. Alors, un secteur avec des forts enjeux, effectivement. Alors, comment on peut se positionner, par exemple, chez vous, à la Financière de l'Échiquier, en tant qu'investisseur sur cette thématique très particulière, qui est une thématique de niche en fait. Alors c'est une thématique de niche. Nous, le principal enjeu pour nous, ce qui est vraiment critique, c'est de comprendre l'offre. Comment cette offre s'organise. Est-ce qu'on est sur quelque chose de réduit, de contraint, de limité géographiquement ?
quelle est la chaîne d'approvisionnement qui suit. On doit vraiment comprendre ça, avec des enjeux extra-financiers très importants. La stabilité politique, c'est quelque chose d'important. La stabilité réglementaire, c'est quelque chose de très important. Si je vous montre comme exemple l'exploitation des mines, vous voulez avoir accès à une ressource naturelle, vous créez une nouvelle mine. Une nouvelle mine, c'est 10 à 15 ans de préparation. C'est énormément d'argent pour commencer à exploiter. Et c'est souvent lié à des pays avec une instabilité politique et une instabilité réglementaire. Donc tout ça amène des tensions sur les chaînes d'approvisionnement. C'est un peu compliqué. Et donc, nous, en tant qu'investisseurs, ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver les bons acteurs, les acteurs qui se positionnent de manière importante, stable sur cette chaîne d'approvisionnement. On ne va pas jouer sur les différences de prix dans les matières premières, on ne va pas investir dans les matières premières, on va investir sur des acteurs qui ont des actifs stratégiques, qui sont bien positionnés sur la chaîne d'approvisionnement et sur lesquels on a, nous, une visibilité opérationnelle. Des entreprises chaque fois cotées, qui sont cotées en bourse? Ce sont des entreprises qui sont cotées en bourse. Et le maître mot maintenant, c'est gestion active. Et dans la gestion active, le stock picking. Le stock picking n'est plus une option, ça devient vraiment une priorité. Et donc là, on doit vraiment faire confiance à une équipe dédiée, avec des gestionnaires et des spécialistes vraiment dans chaque domaine. Important, l'équipe d'analystes, l'équipe de gestion, ça fait la différence. La gestion passive est intéressante dans certains cas. Ici, c'est la gestion active qui nous intéresse. Merci beaucoup, Stéphane Mathilborg. On vous retrouve très bientôt pour une parole d'expert. Avec plaisir. Merci beaucoup.